Allez, c'est parti. Donc, au programme pour ce soir, un peu les informations essentielles pour bien préparer votre voyage en Finlande et le retour d'expérience de nos experts que l'on a ce soir avec nous. Et bien évidemment, on gardera un petit moment d'échange à la fin de 10-15 minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc, si vous en avez déjà, n'hésitez pas à nous les poser. On prendra un petit temps à la fin pour y répondre. Et moi, du coup, juste tout de suite, je vous mets un petit sondage dans notre barre à gauche où vous pouvez répondre et nous dire si vous êtes déjà allé en Finlande ou pas. On sera très intéressés de le savoir. Émilie, je te propose de commencer de suite avec la carte d'identité de la Finlande. Super, parfait. Quelle belle introduction. La Finlande, c'est un pays qui nous tient un petit peu à cœur, autant chez 66 degrés Nord que chez Atalante. Donc, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, avant de vous parler de certaines parties plus précisément, la Finlande, donc, c'est un de nos pays d'Europe du Nord. On va retrouver la capitale Helsinki, plutôt dans le sud. Et on y parle le finnois, même si je tiens à préciser qu'on y parle très bien l'anglais, peut-être mieux que nous, francophones. Ce qui est pratique, c'est qu'on fait partie de l'Europe, donc pas de visa, pas de vaccin. On y va avec soit le passeport, soit la carte d'identité. Et la monnaie est l'euro. Donc très pratique, très pratique pour s'y rendre. Niveau géographie, c'est un pays qui est très varié. Alors déjà, on a 75% de forêt et 188 000 lacs. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de nature. Et je pense que c'est un mot qui définit plutôt bien la Finlande. Ça va un petit peu avec la densité d'habitants. 17 personnes par kilomètre carré. On n'est pas du tout sur nos paysages français, ce qui va nous permettre, nous, sur nos voyages, de pouvoir se perdre dans des grandes étendues de forêt, de nature, et sans des fois croiser personne. Et peut-être la chose la plus spéciale qu'on va voir en Finlande, c'est tout ce qui est lumière. En hiver, on va vivre ce qu'on appelle la nuit polaire. C'est-à-dire que selon la période où on y va, entre décembre et mars, on peut vivre vraiment la nuit polaire. C'est-à-dire qu'il ne fait quasiment pas jour et on vit dans le côté un petit peu sombre, mais ça ne nous empêche pas de faire plein d'activités du monde polaire qu'on va pouvoir vous présenter un petit peu après. Ça donne une toute autre atmosphère, soit avec la lampe frontale ou avec une certaine luminosité un peu qui reste et qui donne un charme fou à la Finlande. Et on va pouvoir y retrouver du coup le phénomène des aurores boréales, et ça c'est quand même très canon. Et du coup, l'été, on va pouvoir trouver totalement l'inverse, ce qu'on appelle le soleil de minuit, donc des journées qui font presque 24 heures de soleil. Donc des fois, on va se perdre un petit peu et puis on peut vite se retrouver à un bar à 3 heures du matin et se dire c'est bon, il est encore 14 heures, alors que pas du tout. Mais c'est ce côté-là qui est aussi très sympa, de pouvoir avoir des journées à rallonge et découvrir toujours encore plus la Finlande. J'adore. Incroyable. Merci beaucoup pour cette présentation, en tout cas, de la Finlande. On a retrouvé notre guide Charles. Et si tu veux te présenter rapidement, et après on passera à la suite. Bonjour à tous, donc moi c'est Charles, j'ai guidé en Finlande à partir de 2017 et voilà, j'ai guidé un peu à toutes les saisons, été, hiver, voilà, et puis je guide aussi plus largement sur presque toutes les destinations de 66 degrés nord depuis 2017 aussi, donc Islande, Groenland, j'ai fait un petit peu Norvège, Svalbard aussi, donc voilà. Un peu pluridisciplinaire aussi, avec du kayak, le chien de traîneau, pas mal, du trek, de la raquette, du ski poulka, voilà, en gros. Top. Merci beaucoup. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a Charles qui est là, donc il pourra y répondre. C'est super. Profitez-en si vous avez des questions pour préparer votre voyage ou que vous avez encore des doutes. C'est clairement le moment. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à notre top 10 des expériences à vivre en Finlande en hiver. Et donc, avec la première, c'est Émilie nous a parlé un peu de la Finlande en général, mais nous, notre base se situe dans le parc national d'Ossa. Marlène, toi qui es responsable de cette auberge, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et qu'est-ce qu'on peut faire là-bas? Ouais, alors le parc national de Ossa est national depuis 2017. Il est particulièrement connu pour la pureté de ses eaux, c'est sa particularité. Il est assez grand, c'est pas le plus grand, mais il permet déjà pas mal d'exploration.
Et bien que assez plat, il a pas mal de forêts, de rivières, de lacs. Donc ça offre des paysages un peu féeriques, je trouve. Et donc notre auberge est vraiment située juste à côté. Et c'est assez unique aussi de pouvoir faire toutes nos activités, dont le chien de traîneau, dans un parc national en Finlande. Et un parc national en Finlande, c'est aussi particulier parce qu'il y a le droit à la nature pour tous. Et donc, il y a plein d'aménagements pour vraiment faire des randonnées, du vélo, etc. Tout est aménagé pour que tout le monde puisse profiter de la nature. Il y a des cabanes, on peut faire un feu. Donc, c'est un peu un parc de jeux, mais ouais, je trouve que c'est hyper agréable en fait de s'aventurer en pleine nature parce qu'on se sent en sécurité et c'est hyper agréable. On se retrouve juste ici. Je suis désolée, moi j'ai perdu ma connexion, mais c'est l'avantage un peu d'être à côté et c'est les aléas du direct. Donc, merci beaucoup Marlène pour ton intervention. Toi, qu'est-ce que tu peux rajouter, Charles, sur ce parc d'Ossa? Ouais, ben Marlène, elle a déjà pas mal dit et c'est donc un super endroit. C'est très peu fréquenté l'hiver, mis à part nous. Marlène, je pense que tu ne me contrediras pas. On ne rencontre quasiment personne. Et si on rencontre quelqu'un, un peu par miracle, bah, ça va être quelqu'un potentiellement qui est sur la base avec nous, avec un autre guide et un autre groupe, quoi. Et même ça reste quand même relativement rare. Donc, super terrain d'évolution. L'hiver, bah, les lacs sont complètement gelés. Ossa, en fait, c'est un parc national un peu particulier parce que c'est beaucoup de lacs. Ça fait presque des archipels. Il y a plein d'îlots. Il y a donc des petites îles et des presqu'îles. Et c'est un système de lacs. Et on va en fait de lac en lac, de partie de forêt en partie de forêt. Et puis, on serpente là-dedans. Il y a des pistes qui sont créées par le parc pour la randonnée, que ce soit du ski de fond ou des choses comme ça, motoneige. On a aussi, voilà. Et puis les pistes de traîneau, c'est nous, enfin c'est l'équipe logistique qui gère ça. Donc c'est des pistes qu'on a créées nous-mêmes. On demande un agrément au parc qu'on obtient, et puis on peut aller. C'est exceptionnel d'aller en traîneau dans un parc national. Voilà, ça fait un super terrain d'évolution. Et bien sûr, on peut faire du hors-piste aussi. C'est ça le but aussi, pas mal. Hein, du hors-piste, en raquette, en ski de rando nordique. Et voilà, ça c'est extraordinaire. Je vais parler un peu de chiens de traîneau. Et parce que, bah, évidemment, quand on pense à la Laponie, on pense à ces petites boules de poils. Charles, toi qui as l'habitude de guider en Finlande, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette expérience? Comment ça se passe? Bah, déjà, moi je trouve que le chien de traîneau, c'est un peu l'activité reine, quoi. C'est le truc à faire et c'est le truc sur lequel on est spécialiste à Ossa. C'est vraiment l'activité la mieux parce qu'il y a connexion avec les chiens, etc. Et pour vous donner un petit peu une journée type, en gros, le matin, vous êtes transféré de l'auberge vers le chenil. Donc déjà, là, il y a un petit effet waouh parce que c'est un chenil de 200, un peu plus de 200 chiens de traîneau. Et donc forcément, les chiens, à partir du moment où ils vous voient arriver, ça veut dire balade. Donc voilà. Et à partir de ce moment-là, ben, le guide vous fait un premier briefing. Ensuite, un briefing de rappel plutôt, parce que normalement, il y a eu un briefing la veille, important. À partir de là, on commence à atteler les chiens. Et là, vous n'êtes pas tout seul. Il y a l'équipe chenil qui est là et le guide pour vous aider à atteler le traîneau. Et après, c'est assez impressionnant de partir la première fois de sa vie en chien de traîneau. Voilà. Du coup, il faut gérer l'attelage, freiner pour gérer tout ça. Puis après, c'est parti, c'est le grand silence. On n'est plus qu'avec les chiens et voilà. Grosso modo, les journées, on va faire un petit peu de chien de traîneau le matin, forcément, à partir de 10h30, un truc comme ça. Il y a une pause déjeuner ensuite autour du feu.
L'après-midi, on repart. Donc là, ça se corse un peu pour leur départ puisqu'on est autonome. Vous êtes autonome avec votre guide. Terminé. Donc, il n'y a plus l'équipe chenille. Donc là, ben voilà, hein, le guide est là pour accompagner tout ça. On repart en chien de traîneau et puis soit on rentre à l'auberge pour ceux qui font du traîneau à la journée, ça dépend des séjours, ou alors vous allez directement en cabane de trappeur. Et là, ben là aussi, pour désatteler les chiens, etc., vous êtes autonome avec le guide, quoi. Donc, il y a un peu deux journées, il y a un peu deux niveaux, on va dire, de chien de traîneau, si je peux me permettre. Soit le traîneau à la journée, plus facile, voilà, il y a moins de choses à faire. Et puis sinon, on étend l'expérience au fait d'aller en cabane. Là, ça change complètement la donne, quoi. Là, on est dans le vrai, selon moi, on est dans les trucs extraordinaires, quoi. Et le soir, si vous êtes en cabane, il faut donner à manger aux chiens. Il faut aller checker que tout va bien pendant le dîner ou juste après le dîner. On retourne en principe 2 à 3 fois voir si les chiens vont bien, si tout se passe bien. Si tout se passe bien, ben impeccable. Voilà, on peut aller se coucher. Ok, merci beaucoup pour toutes ces explications. Toi, Marlène, qui est responsable à OSA, tu prends soin de nos petits chiens toute l'année. Comment ça se passe au chenil? C'est quoi l'organisation? Oui, donc comme l'a dit Charles, on a plus de 200 chiens, on en a 256 en fait. Et alors moi, c'est pas moi qui m'en occupe personnellement, on a une équipe chenille passionnée et qui s'en occupe toute l'année, tous les jours, hein, peu importe la météo. Donc s'occuper des chiens, c'est un gros travail. Donc on les nourrit évidemment, il y a le nettoyage des enclos. Les dorlotés, en fait, c'est des chiens qui adorent les câlins. Ils peuvent être impressionnants, mais en fait, ils veulent juste passer du temps avec vous, avec les humains et avoir des caresses. Donc, voilà, il n'y a pas de quoi être apeuré. Et puis, évidemment, ce qu'ils préfèrent, c'est faire du traîneau. Donc, comme l'a dit Charles, quand on prépare les attelages, donc les matins avec les clients, c'est l'excitation totale. On a tous les âges au chenil, des bébés qui arrivent en été en général. Donc là, on a plein de bébés. Et puis, les coureurs, comme on appelle, donc c'est les chiens qui vont faire du traîneau. Et puis, les retraités, pour ne pas les oublier, qui vont partir quand même faire des sorties avec les clients en cani-rando. Donc, on a toutes les générations au chenil et on s'en occupe de la naissance jusqu'à la fin. Et on a une passion partagée dans toute l'équipe autour des chiens de traîneau. C'est important. Et comme l'a dit Charles, c'est vraiment le cœur de métier aussi de Norway. Ça a l'air vraiment incroyable et on a très envie de vous rendre visite juste pour ça d'ailleurs. Même si je suis sûre qu'il y a plein d'autres expériences, dont notamment celle qui arrive juste après, qui a l'air super. C'est dormir en cabane de trappeur. Il me semble que vous avez tous les 4 déjà dormi dans cette cabane. Kaïsa, toi, ton expérience, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as dormi dans une cabane de trappeur? C'est vraiment des cabanes qu'on a un peu partout en Finlande, dans les parcs nationaux. Donc, c'est vraiment on est privilégié de vraiment les utiliser. C'est des cabanes qui sont quand même assez confort. Il y a souvent il y a des lits, donc on amène juste un sac de couchage. Souvent, il y a une cheminée pour nous tenir chaud. Et surtout en hiver, c'est vraiment une ambiance magique de se retrouver vraiment en plein milieu de la nature, qu'entre nous. Et surtout en hiver, quand il n'y a pas beaucoup de la luminosité, on fait tout à la frontale ou avec les bougies parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau courante. Donc, c'est vraiment un moment que moi, j'adore en Finlande, c'est le calme et on n'entend vraiment rien. Donc, je pense que c'est ça que moi, j'adore le plus. Incroyable, merci beaucoup. Émilie, toi, est-ce que tu as une petite expérience à nous raconter, une petite anecdote sur dormir dans une cabane de trappeur? Bien sûr, il y en aurait plein, mais je vais essayer de me limiter en temps aussi. Déjà, moi, je trouve que c'est les plus beaux moments des semaines parce que c'est ceux où on sort un peu de notre zone de confort, mais tout
ça dure 1 ou 2 nuits maximum, donc on retourne vite au confort de l'auberge. Mais ça va être les tâches à faire en commun, aller puiser l'eau dans le lac pour aller peut-être chauffer le sauna ou cuisiner pour le soir. Toutes ces tâches qu'on fait en commun. Et pour l'anecdote, cet hiver, on a une personne qui est allée aux toilettes. On a des toilettes sèches dans nos cabanes. Quand elle est revenue, elle est revenue en courant en nous disant « il faut sortir, c'est le moment ». Et là, je crois les plus belles aurores que j'ai jamais vues. Pourtant, ce n'était pas la première fois pour moi, mais le ciel était littéralement rose. Et des aurores roses, c'est assez rare. Elles sont plus souvent vertes. Et le ciel était vraiment flamboyant. Et pour l'anecdote, cette cabane-là était très proche de l'auberge, à seulement quelques kilomètres à vol d'oiseau. Et à l'auberge, on ne voyait rien. Donc, comme dit, il faut un peu aller chercher ce côté pleine nature pour avoir ces expériences un petit peu hors du commun. Incroyable, merci beaucoup. Bon, vous avez compris que c'est vraiment une expérience à vivre, en tout cas en Finlande. Est-ce qu'il peut faire froid dans ces cabanes de trappeurs, Charles? Alors, il peut faire même très chaud parce que dès qu'on arrive, en fait, le premier truc, qu'on arrive en chien de traîneau, sur les séjours raquettes ou quoi, on peut dormir d'ailleurs. Parfois, il y a 5 nuits, 6 nuits potentiellement si on part sur des raids. Donc, on va de cabane en cabane et de surprise en surprise et de merveille en merveille parce qu'elles ont toutes leurs petits trucs, elles sont toutes différentes. Concernant le fait qu'il fasse froid, quand on arrive au départ, effectivement, s'il n'y a personne qui est venu depuis une semaine dans la cabane, il ne fait pas chaud. On a un sentiment au départ quand on arrive de dehors qui fait bon, mais assez vite, on se rend compte qu'il peut faire… allez, je vais lâcher le truc, mais il peut faire -10 dans la cabane, quoi. C'est gelé, c'est givré, etc. Sauf qu'on reste un petit peu habillé. Déjà, on a plein de trucs à faire. Il faut allumer les feux, couper du bois, etc. Donc ça, ça réchauffe, en fait. Et puis, on va vite mettre du bois dans le poêle. Ça va assez vite. En 1 heure, en 1 heure et demie, un truc comme ça. Le temps qu'on ait fait toute cette petite manutention-là, en fait, la cabane, elle monte vite à 10, 15, 20 degrés. Et moi, perso, au-dessus de 20 degrés, je suis en t-shirt, quoi. Donc, du coup, à partir de 20, 22, 23 degrés, dans un intérieur, on est potentiellement en t-shirt. Donc, souvent, il fait chaud. Il suffit qu'on fasse la cuisine, plus le fait qu'on soit en petit groupe, mais qu'on soit potentiellement 6, 8, 10 personnes dans une cabane, tout de suite, ça réchauffe aussi. Et en fait, il est 21 heures et on a trop chaud, quoi. Enfin, selon moi. Après, on va se coucher. Voilà, là, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui, toute la nuit, réalimentent dans le feu et puis dorment pas. Ça arrive. Et puis, moi, je dis que la stratégie la meilleure, c'est, voilà, on va se coucher 22h, 23h, minuit, et puis on laisse le feu mourir. Et le lendemain matin, on se réveille, on remet des bûches dedans, on fait repartir tout ça, et de nouveau, il fait bon. Voilà, donc c'est confort. C'est une expérience à vivre, mais on a toujours les manteaux. Enfin, voilà, pas forcément dans la cabane à 20 degrés, on a enlevé les manteaux, mais globalement, franchement, ça se fait très bien. Ok, C'est super, les cabanes. C'est le meilleur truc à faire aussi. top. Bon, on a compris, il fait un peu frais, mais avec la chaleur humaine, on se réchauffe très très vite. Donc ça, Exactement. c'est top. En parlant de feu, on fait souvent un peu des feux de camp, notamment les midis pour manger. Ça se passe comment cette préparation des repas, Charles? Là, tout de suite, pareil, dès qu'on a fini notre activité, hop, directement, on s'attelle au feu. À Ossa, il y a réchauffement climatique, certes, mais bon, parfois, il peut faire 0, -5 degrés, mais il peut faire aussi -40. Ça peut arriver, c'est pas toujours, mais ça peut arriver. Donc, la première mission, faire du feu, ça, c'est la mission du guide, aider des gens qui vont couper le bois, etc. Et puis là, c'est génial parce qu'on a des plats qui sont préparés par l'équipe cuisine, l'équipe de l'auberge. On a des plats qui sont presque prêts. Pour certains, il n'y a plus qu'à faire réchauffer, quoi, vraiment. Donc là, moi, mon truc préféré, la tartiflette, génial, quoi, de faire. Ça, c'est extraordinaire. Ça dépend des années. Des fois, il y a eu. On peut faire burger, on peut manger des hot dogs, on peut manger. Je ne sais pas, Marlène, si tu as d'autres idées. Le saumon au fumoir. Le saumon fumoir, mythique. C'est la petite photo que vous voyez en bas à gauche, là, avec, voilà, ça, c'est juste top. Voilà, il y a plusieurs repas comme ça qui sont assez rapides à préparer, ingénieux. Et voilà, vous allez découvrir des recettes, quoi. Vous repartir avec des souvenirs, mais aussi avec des recettes, je pense.
OK, super. Et toi, du coup, Kaisa, par exemple, c'est quoi ton repas préféré, en Finlande? Alors moi, j'aime bien manger, de faire chauffer un peu du pain et après mettre un peu du saumon fumé avec. C'est Mmh. vraiment génial. OK, top. Émilie, est-ce que tu as une autre petite recette, que tu apprécies T'apprécies particulièrement? particulièrement? Pour varier un petit peu, ça va rester sur le poisson, mais cet été, on avait goûté le kebab de poisson et c'était une tuerie. Incroyable. Donc un kebab de poisson, c'est ça? Ah ouais, très bon. Waouh! OK. Je confirme. Bon, bah, voilà, on parle souvent des pays du Nord comme quoi la cuisine, parfois elle peut être un peu douteuse, mais pas de panique, à Ossa, vous mangerez bien et ça vous réchauffera aussi un peu de l'intérieur. Une autre, expérience et Kaisa, tu vas pouvoir, nous en parler en tant, que finlandaise, mais chez vous, le sauna et les bains glacés, ce sont vraiment des activités très importantes d'un point de vue, culturel. Pourquoi? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Hem, Historiquement, c'était bien sûr très important quand on n'avait pas encore des maisons qui étaient toujours tout le temps chauffées, d'avoir un endroit où on peut aller, se chauffer quand il fait, le -40 que Charles il a dit. Et après ça a juste continué. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me manque, beaucoup, beaucoup quand j'habite en France et donc j'en profite quand je viens en Finlande, je fais sauna tous les soirs. C'est juste, je pense que c'est, du coup, le silence, c'est le chaleur et le contraste entre le froid et le chaud. Même, à la maison chez mes parents, on a un sauna et quand on sort, bah, on va à l'extérieur, même si c'est juste notre jardin, c'est juste, pour prendre une petite pause, boire un petit truc et après on rentre au sauna et nous, en tant que Finlandais, on peut le faire vraiment, facilement 2 heures, et je m'ennuie pas, je c'est vraiment génial et c'est toujours mieux s'il y a un petit lac juste à côté où on peut aller se baigner en été, en hiver, bah, du coup, on fait un petit trou dans le glace comme vous voyez dans la photo et faut pas y réfléchir, faut juste y aller. Si on commence à y réfléchir, bah, là, ça bloque. Mais même ma mamie qui a 80 ans, elle la fait toujours, tous les matins, juste une petite plongée comme ça Waouh! et voilà et elle va super bien. Elle est trop forte ta mamie. Marlène, toi qui es actuellement sur notre base, est-ce que du coup tu en profites, toi aussi tu en fais et quelle sensation ça te procure? Est-ce que tu aimes bien? Ouais, au départ, je suis pas sûre que j'étais quelqu'un accro au sauna. Et en fait, vraiment, je commence à m'habituer, vraiment comme les Finlandais. Alors, j'y vais pas tous les jours comme les Finlandais, qui vont vraiment tous les jours avant manger ou après manger. Mais ouais, j'apprécie vraiment et je deviens de plus en plus difficile, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un lac, ben, je trouve que ça manque. Et à Ossa, enfin vraiment, c'est vrai que je me rends compte que c'est top parce que comme a dit Kaisa, en fait, que ce soit l'été ou l'hiver, le fait d'alterner avec du froid et de se plonger dans l'eau froide, alors moi, ça ne me dérange pas. Et puis, comme elle l'a dit, il ne faut pas réfléchir. Et on se sent tellement bien après que bah, on recommence du coup. On fait 2-3 fois et ça fait vraiment, vraiment du bien, je trouve. Ça détend. OK, trop bien. Globalement, Charles, tous nos voyageurs, aiment le sauna? Ouais, ben, il y a des gens qu'il faut convaincre un petit peu quand même au début. Il y en a pas mal qui se laissent, il y en a qui sont déjà conquis d'avance, ils veulent le faire, ça fait partie du truc, ils ne repartiraient pas d'Ossa sans aller faire un sauna. Et puis il y en a d'autres qu'il va falloir un petit peu convaincre, il y a besoin de pas grand-chose des fois. Il faut expliquer aussi, surtout un truc hyper important, il faut y aller calmement quand même. Ça glisse toujours, vous imaginez bien, ben, voilà, on voit bien qu'il y a la glace partout, donc du coup, on y va calmement, on respire surtout, on ne se pose pas trop de questions, mais voilà, on respire en y allant, on se calme, et puis là, on s'immerge dans l'eau. Surtout, on ne reste pas longtemps, on y reste quelques secondes, ça suffit. Quand je dis quelques secondes, c'est 2, 3, 4 secondes. On continue de respirer, on ressort et on retourne dans le sauna. Et là, c'est comme disait Marlène, voilà, il y a cet effet vraiment plénitude. On pourrait même rester dehors à ce moment-là encore quelques minutes sans avoir froid, ça c'est réel. Hein. Et puis on retourne au sauna et quand on a trop chaud, alors Kaïssa, il y reste 2 heures. Alors, Kaïssa,
waouh, faut être finlandais là, je pense. C'est le step supérieur. Moi, j'y reste en principe. Si le sauna il est chaud, 20 minutes, quoi, déjà 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, c'est déjà pas mal suffisant. On va dans l'eau, on retourne au sauna 20 minutes, on retourne dans l'eau et après on va prendre sa douche et on est bien. OK. Mais en tout cas, avec vos expériences, ça nous donne déjà envie de tester et on a envie d'y être. Là, on pourrait plonger tout de suite, vraiment. Ouais, là, je vais faire Hem, le guide, mais surtout courez pas, quoi. oui, Ne courez pas sur des pompons. c'est comme à la piscine, on court pas au bord de la piscine, bah, c'est pareil, là, on peut glisser, ça peut être dangereux. Ouais. Hem, Évidemment, on parle de terre polaire et de nuit polaire. On pense forcément aux aurores boréales. C'est des phénomènes, naturels assez incroyables. Charles, comment vous faites, pour, essayer d'en voir? Parce qu'on sait que c'est pas sûr à 100 évidemment, mais comment vous mettez toutes vos chances de votre côté pour essayer de les voir, quand vous êtes, en Finlande? Déjà, donc il y a un petit peu quand on est en cabane, on est isolé, donc il y a que nous, donc on peut compter que sur nous-mêmes pour les voir. Et donc là, faut aller dehors, quoi. Faut aller dehors parce que on y va déjà parfois quand on va aux toilettes. Les toilettes sont un petit peu à l'extérieur de la cabane, donc voilà, ces allers-retours-là permettent de faire potentiellement une alerte. Et puis surtout, on peut anticiper avec des applications, hein, la modernité. C'est quand même cool là-dessus. On a des applications comme My Aurora Forecast où on peut avoir des prédictions. Je dis bien que c'est des prédictions où on se dit, tiens, ce soir, il y a quand même pas mal de chances. L'indice, le KP est important. Il est par exemple de 3 ou 4 ou 5. Bon, là, ça vaut vraiment le coup qu'on surveille dehors. Moi, je toujours dis un petit peu que les aurores boréales, ça chasse quand même un peu, ça se mérite. Tu les vois pas comme ça, c'est pas direct. Émilie le disait, faut vouloir les voir. Et voilà, donc il faut aller dehors. C'est pas en restant à la fenêtre que ça se passe, quoi. Quand on est à l'auberge, il y a plus de monde à l'auberge, un petit peu, à l'auberge d'Ossa. Et alors là, il y a toujours quelqu'un qui va te dire Aurore, Aurore dehors, etc. Et là, souvent, ça se passe, c'est plus simple, je dirais. Et quand on sort dehors, pour pouvoir rester et les observer, il faut être un peu patient. Ça, vraiment, je trouve qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui on veut voir tout de suite les choses, mais ça se mérite encore une fois. Et donc, on doit parfois insister 1 heure, 2 heures dehors. Et ça fait une grosse différence. Souvent, le lendemain matin d'une session aurore, il y a des gens qui vont dire ah ben moi j'ai vu des aurores de fou, c'était incroyable. Et quand on leur demande t'es resté à quelle heure tu les as vus, ah ben il était 23h30. Et il y a plein de gens qui disent ah ouais ben moi hier finalement j'ai regardé vite fait et j'ai rien vu. Ben ouais. Et les gens vont se coucher parfois un peu trop tôt malheureusement, ça arrive. Donc ça se met. OK. Donc il faut veiller un peu la nuit, quoi, pour, pouvoir en voir. Marlène, est-ce que toi, ta première aurore boréale, est-ce que ça t'a marqué et qu'est-ce que tu as ressenti? Oui, alors c'était pas ma première, mais en tout cas, moi, c'était pendant ma première saison à Osta il y a 8 ans. Avec le recul, je trouve que c'était une saison propice aux aurores parce que j'ai des souvenirs, je ne sais pas si c'est moi qui enjolive, mais j'ai des souvenirs vraiment dingues parce que là, devant l'auberge, on a un lac donc gelé, donc c'est très facile en fait d'aller sur le lac et on a le ciel ouvert au-dessus de nous. Et vraiment des aurores qui prennent tout le ciel, qui sont colorées, comme l'a dit Émilie. En fait, il y a plusieurs degrés de couleur. Donc au début, ça peut être blanc, vert, et puis ça part sur le rose. Et quand elles dansent hyper rapidement au-dessus de soi, moi j'en ai eu les larmes aux yeux, et puis c'est inoubliable. En plus, on le partage parce qu'on est avec d'autres personnes autour et être spectateur de ça, c'est vraiment fou. Enfin, je trouve que c'est un cadeau en fait qu'on a et c'est inouï de le voir une fois dans sa vie. En tout cas, des aurores hyper fortes, c'est hyper marquant, quoi. OK. On a très envie d'en voir en tout cas, mais on a bien compris que ça se méritait et c'est aussi le fait qu'on puisse peut-être pas en voir à chaque fois qui les rend aussi, belles pour nous. Toi, Kaisa, en tant que Finlandaise, est-ce que tu en as vu plein ou c'est pareil, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, pour toi? C'est quelque chose qu'il faut mériter quand même. Il y a beaucoup, beaucoup de Finlandais qui sont jamais vus.
parce que c'est vrai que, comme Charles a dit, il faut un peu aller chasser. Déjà, faut être dans le nord. Moi, je viens de Helsinki, donc ici, on n'en voit pas souvent. Mais même quand on est tout au nord, en fait, quand on voit les photos, on se dit que ça se voit assez facilement. Mais en fait, surtout les premiers, ça peut être très très légère. Il faut vraiment regarder et on voit qu'il y a quelque chose un peu vert qui bouge dans le ciel. Et là, c'est le moment où on commence à attendre et à continuer à rester un peu. Et moi, j'en ai eu la chance d'en voir quand même une dizaine de fois, mais pas, ça fait quand même, j'habitais 25 ans en Finlande et une dizaine de fois, donc c'était pas tous les soirs non plus, même pas tous les hivers. Ouais. Donc Ça, ça mérite vraiment qu'on se montre. c'est parce que c'est Helsinki aussi, comme dit Kaïssa, parce que plus on remonte un peu, plus il y a de chances d'en voir quand même. Faut pas, voilà. C'est quand même. Ok. Bon, bah, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Depuis tout à l'heure, on parle un peu de notre auberge, du lac devant à Ossa, devant notre auberge. Est-ce que, Marlène, tu peux nous en dire un peu plus sur comment est organisée notre auberge, à quoi elle ressemble? En tout cas, sur ces photos, elle a l'air hyper cocooning. Ou alors peut-être, tu nous entends bien, Marlène, ou pas? Sinon, on peut demander à Émilie? Ouais, ça coupe un peu, mais c'est bon. Ouais. Je suis avec vous. Donc, oui, on a beaucoup parlé du dehors, mais Ossa, c'est aussi beaucoup une auberge particulière, selon moi. C'est une auberge assez historique aussi, hein, au cœur de Ossa. En fait, elle a beaucoup d'histoires, beaucoup de personnes ont vécu des choses ici, des événements, des concerts, des jeux autour de la cheminée. Et cosy. On se retrouve tous ensemble les soirs autour du buffet, autour de la cheminée. On a plein de jeux, les gens discutent. Et puis, on a un bar pour goûter un peu toutes les spécialités. Donc, vraiment, l'auberge est aussi marquante en général pour les personnes qui y passent. On s'y sent bien, il y a une bonne atmosphère, il me semble. Et puis, il y a tout le staff, donc une belle équipe qui s'entraide tout l'hiver pour tous ces séjours, s'occuper des chiens, faire en sorte qu'il y ait des pistes de traîneau, qu'il y ait des guides passionnés aussi. Donc, ça se ressent, les gens. On dit que la Finlande est un des pays les plus heureux du monde et je trouve que les gens le ressentent aussi pendant leur passage. Et on a de nombreux équipements, c'est pour ça qu'on dit qu'on est une base en fait. C'est parce qu'on a aussi les équipements pour des activités l'été et l'hiver, donc des canoës, des paddles, des VTT et puis des motoneiges, des traîneaux. Et jusqu'à aussi les équipements grand froid, indispensables pour le climat. Comme l'a dit Charles, on peut avoir du 0, mais on peut aussi avoir du moins 40. Donc on va on équipe tout le monde avec des bottes grand froid, des vestes grand froid aussi, cagoule, casque, etc. pour la motoneige. Donc c'est une base où on peut tout faire et tout vivre. Il y a beaucoup de moments partagés aussi, je trouve, tout au long du séjour. OK, d'ailleurs, on a pas mal de questions, sur, l'équipement, donc on va peut-être en profiter pour faire, une petite aparté, ici sur, quel équipement, vous conseillez pour aller en Norvège en Norvège, en Finlande, excusez-moi. Charles, qu'est-ce que tu conseilles toi à nos voyageurs, comme équipement? Ouais, je vais rebondir sur ce que disait Marlène. On vous prête déjà des moufles, ok? Première chose, on vous prête un gros manteau spécialisé, donc c'est lourd, mais il faut le mettre. C'est important, c'est vraiment le manteau que vous ne trouvez pas ici pour aller au ski. Donc c'est vraiment, ça c'est vraiment la pièce incontournable de la garde-robe à Ossa sur votre semaine. Et puis quand on redescend, on va vous prêter ensuite des grosses chaussures, des bottes de froid. Et ça, pareil, ça va changer réellement la donne.
de manière générale, n'achetez pas de chaussures spécifiquement pour venir marcher dans OSA, puisqu'on va vous emprunter et le guide vous dira, tu mets celle-là, il faut mettre celle-là pour la sécurité, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que vous amenez du coup? Un pantalon de type ski, je trouve que ça va bien. Même s'il fait parfois un petit peu chaud, s'il fait 0 degré ou -5 par exemple, avec le gros manteau, on va avoir froid. On va avoir chaud, pardon. Du coup, on enlève le manteau et on garde son pantalon de ski. Ça fonctionne bien. Il faut polaire, donc, et en dessous un mérino, en laine de préférence, pas trop pour gérer l'aspect transpiration ou autre. Donc polaire. Pourquoi pas une petite doudoune intermédiaire à mettre potentiellement sous le manteau grand froid quand il y a vraiment du grand froid. Une petite doudoune intermédiaire, pas énorme, quoi, mais on trouve ça assez facilement en magasin spécialisé. Puis voilà, quoi, le bonnet. Si vous avez un cache-cou ou quelque chose, évidemment, ça vous prenez. Les écharpes, on n'aime pas trop. C'est pas idéal du tout. Et quoi d'autre? J'oublie quelque chose, Marlène. Lampe frontale, forcément, si vous venez au mois de, clairement, hein, de remarque de décembre à avril, il faut la frontale, grosso modo. Et puis voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour là-dessus. Je pense à la thermos. Oui, je dirais. Oh, tu as dit quoi? Pardon. Je pense à la thermos aussi, parce que c'est important de continuer à s'hydrater même s'il fait froid. Et surtout avec du chaud, quand il fait très froid à l'extérieur, on est très content de pouvoir boire un petit coup de thé, de café ou juste d'eau chaude. Et puis une sous-couche, des sous-gants, enfin des petits gants fins, et un collant de froid aussi. Pourquoi pas, ça peut aussi Du coup, renforcer. franchement, il y a pas mal de matériel que potentiellement les gens ont ou qui peuvent se faire prêter dans l'environnement familial. Il y a toujours quelqu'un qui a un pantalon de ski par-ci, par-là. Voilà, selon moi, c'est quand même facilement accessible puisqu'on vous prête les choses les plus spéciales, quoi. Les bottes, le manteau grand froid et les moufles. Donc, Ok, donc on prend des affaires comme si on partait un peu au sport d'hiver et les choses vraiment spécifiques, on trouve tout à la base de ça et vous nous prêtez le tout. Top. Et merci beaucoup parce qu'on avait vraiment pas mal de questions sur ce sujet. Si vous avez des questions un peu plus spécifiques, n'hésitez pas à les mettre sur l'équipement, on y répondra à la fin, on prendra un petit temps. Mais je vous propose tout de suite de passer un peu au cœur de ce qu'on propose, les voyages en petits groupes, parce que c'est souvent aussi ce qui rend les voyages un peu exceptionnels, c'est de partager avec d'autres personnes qui, pendant une semaine ou deux, deviennent un peu notre famille. Je pense que vous avez tous un peu des petites anecdotes à nous raconter ou des moments qui vous ont marqué. Marlène, si tu veux commencer, c'est quoi le moment qui t'a le plus marqué avec un petit groupe sur notre base? Alors, ça crée souvent des amitiés fortes et je pense que tu as dit le mot juste, c'était le mot famille. Euh, je ne vais pas forcément faire un focus sur nos séjours, mais si je parle du raid chien où on part une semaine à dormir en cabane, en petit groupe de 5 avec le guide, enfin, on ressort forcément avec des liens assez forts en fait, parce que c'est assez rare en adulte qu'on passe autant de temps en fait avec notre famille, des amis, etc. Donc on se retrouve avec des inconnus des fois et on refait le monde, voilà, hein, parce qu'on a 5 jours entiers ensemble. On est dans un mode de vie assez simple et je trouve que c'est ce qui renforce les relations. Parce qu'on perd pas de temps avec du superficiel. Donc au final, voilà, on a mangé, on a bu, on a fait un sauna, on discute, on fait des jeux. Dans les cabanes, il n'y a parfois pas de réseau, donc on a plus ce côté écran qui va peut-être faire obstacle à la relation. Après, ça peut aller loin. On a des couples, des rencontres qui se font pour la vie. Des personnes qui sont connues ici ou même des demandes en mariage qui c'était leur rêve, enfin, c'est le rêve des personnes de le faire ici, de voir la Laponie, et donc ça concrétise des projets forts. Et puis vraiment, voilà, on a des groupes qui construisent et qui se suivent et qui continuent encore de faire des choses ensemble. Et
Je dirais qu'en plus, dans nos groupes, il y a des personnes qui sont seules et puis des personnes qui viennent à plusieurs, quoi. Et les personnes qui sont seules se sentent jamais seules, quoi, parce qu'en fait, on se réunit toujours tous ensemble, donc il n'y a pas de barrière, je trouve. Enfin, il me Oui. semble. Une vraie grande famille à Ossa. Et toi, est-ce que Charles, tu as une petite anecdote un peu sympathique à nous raconter sur un groupe que tu as guidé? Bah, j'ai plein de souvenirs, franchement, c'est par centaines. Voilà, je le connais pas, par exemple, le groupe qui est sur la photo en haut à droite, mais ils avaient l'air bien sympathiques, hein. Il y a des groupes. Ouais, il y a de tout. On a tout type de groupe. C'est les gens qui font aussi leur séjour et leur aventure. Donc, on va avoir, ça dépend comment c'est constitué. Globalement, c'est vraiment génial. On garde des souvenirs ensemble et parfois, ouais, il y a eu des petites larmes à la fin de certains Mm. séjours, hein. Ça arrive pas à chaque fois, c'est pas vrai, mais quand même, il y a des choses où parfois ça marque, on vit des aventures qui sont assez fortes. Quand on est sur notamment les mini-expéditions d'une semaine, par exemple, bah, clairement, plus on est immergé ensemble longtemps, plus bah, on a ce côté émotionnel qui va ressortir à la fin. On a vécu des choses incroyables. Donc Oui. forcément, j'ai pas de petite anecdote comme ça sur ouais, si, des demandes en mariage, c'est clair, c'est chouette, il y a des choses comme ça. Ouais. Bon, vous l'aurez compris, nos voyages, ce qui le rend unique, c'est tous ces petits groupes et ces rencontres que vous allez faire lors de cette expérience. Une autre expérience qui est assez connue en Finlande et dont on était un peu quand même obligé de parler, c'est le village du Père Noël, donc le village de Rovaniemi. Je pense que je l'ai bien prononcé. Est-ce que tu veux juste nous en toucher deux mots, Émilie, rapidement? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'à Ossa, on est situé un petit peu plus au sud du cercle polaire, ce qui ne nous empêche pas d'avoir les paysages lapons, les aurores boréales, etc. Mais pour ceux qui ont envie de tester quand même ce côté passage du cercle polaire, c'est possible. On propose des séjours où on va passer quelques jours à Ossa et puis 1 ou 2 jours à Rovaniemi et passer notamment euh, ce cercle polaire qui est d'ailleurs matérialisé au niveau du village du Père Noël où on a cette lumière qui traverse littéralement le village et on va pouvoir faire peut-être notre petite photo. C'est juste un petit peu nuancé, je dirais, car c'est une zone très touristique. Clairement, c'est un must-have à faire, mais on est un petit peu plus entouré, un peu moins sauvage qu'à Ossa. Mais pour tous ceux qui ont envie de découvrir la magie de Noël, rencontrer le Père Noël, franchement, c'est le paradis. OK, merci beaucoup. Bah, du coup, on s'attardera pas plus, sur ce village, mais n'hésitez pas, en tout cas, à le découvrir, que ce soit avec nous rapidement ou, même, tout seul. Et on finit avec juste un petit bonus. Donc là, on vous a parlé de toute la Finlande en hiver, de ses paysages enneigés incroyables, du chien de traîneau, mais la Finlande, on part aussi en voyage en été. Hem, pour toi, Kaisa, quel est le plus de la Finlande en été? Qu'est-ce que tu aimes en Finlande en été, en tout cas? Alors pour moi, l'été, c'est la meilleure saison en Finlande. J'adore l'hiver aussi, mais en fait, les Finlandais, on commence vraiment à vivre en été parce que l'hiver, il fait un peu noir, c'est un peu plus cocooning. Mais en été, il y a vraiment plein des activités qu'on peut faire. On a le soleil de minuit, donc on peut aussi faire une randonnée commencer à 22 heures et il fait toujours jour. Le meilleur truc, c'est les myrtilles qu'on a après mi-juillet, mois d'août. On commence et il y en a vraiment plein partout et moi, j'en mange direct, beaucoup, beaucoup et c'est vraiment la saison que moi j'adore. On peut se baigner partout. Il y a des lacs, les rivières, qui sont partout. Il y a personne et donc c'est vraiment magnifique aussi en été. Génial, merci beaucoup. C'est vrai que ça donne envie de découvrir la Finlande en été. Pour toi, Marlène, qu'est-ce que tu aimes, en Finlande en été? C'est vrai que comme a dit Kaisa, quand on voit l'hiver, il n'y a pas de mots pour le décrire. Et puis quand on voit l'été, on se dit que c'est encore mieux. Et comme elle l'a dit, moi, c'est vraiment le soleil de minuit qui est
qui est difficile à décrire aussi parce que oui, il y a le jour toute la journée, mais la lumière est particulière. En plus, on a cette étendue d'eau à perte de vue, donc on a un horizon qui est rare en France. Et donc, c'est le soleil qui rase littéralement l'horizon et qui se couche pas, en fait, hein, qui repart pour une journée, quoi. C'est addictif. On se sent plein d'énergie aussi, je trouve, parce que voilà, il n'y a pas de nuit, quoi. Donc, c'est un moment important, je trouve aussi, dans l'année, on se ressource avec ce soleil. Et c'est vrai qu'on donne en plein sur le coucher de soleil, si je peux dire, depuis l'auberge. Donc, on est sur la terrasse et on est dans la contemplation, en fait. Il n'y a pas d'autre mot, on se met en pause et puis on regarde le ciel soit rougir ou être flamboyant, comme a pu dire Charles. Et l'instant s'arrête, en fait, je trouve, à Ok, ce moment-là. trop bien. C'est vrai que ça donne envie de découvrir ce soleil de minuit. Toi, Charles, c'est pour toi, en tant que guide, c'est quoi la différence un peu entre la Finlande en été et la Finlande en hiver, au niveau peut-être des journées? En comparaison, moi, j'ai guidé qu'un seul été en Finlande, c'était l'été 2020, c'était merveilleux, vraiment génial. Pour le coup, petite info, il a fait plutôt chaud, hein, entre mi-juin et mi-juillet. On a eu pas mal de jours à, franchement, entre 25 et 30 degrés, quoi. Ça peut paraître un peu fou, mais il fait plutôt bon. Alors après, forcément, au mois d'août, l'automne arrive assez vite, mi-août et septembre. Mais les différences, c'est les lacs qu'on avait gelés l'hiver, qui sont blancs, immaculés, ils se retrouvent être noirs. Et c'est un miroir noir sur lequel on pagaie ou qu'on peut voir quand on fait de la rando. Donc, pagayer en canoë, essentiellement, sur ce miroir où on voit vraiment comment dire, la réflexion en fait, de la ligne de forêt. C'est juste incroyable quoi, de pagayer là-dedans. Le terrain aussi est quasiment infini parce que ça va de lac en lac. Parfois, il y a des resserrements. Ça passe en rivière, puis on redébouche sur un lac. Bon, c'est toujours des lacs, vous me direz, mais à chaque fois, c'est différent aussi. On s'y perdrait, quoi. D'où le besoin d'avoir un guide potentiellement, parce que c'est pas évident. Entre un lac et un lac, franchement, il y a des fois, c'est assez déroutant, quoi. Donc, non, mais c'est fabuleux. Et comme disait Marlène et puis Kaïssa, etc., c'est cet esprit assez reposant l'été. La Finlande, c'est le pays de la tranquillité l'été. Clairement, dans le Grand Nord, il n'y a pas plus apaisant, en fait. Il y a, ouais, Ok. Bah top. Merci. Maintenant, grâce à vous, on a envie de partir en hiver et en été en Finlande. On a trouvé ce qu'on allait faire prochainement pour nos vacances. C'est super. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions. On en a quelques-unes. On a répondu pas mal au final au fur et à mesure de cette visio. On me demande par rapport au niveau physique, quel niveau physique il faut avoir pour ces voyages. Émilie, toi qui connais bien tous ces voyages, du coup, en tant que créatrice de voyage, qu'est-ce que tu dirais? Alors, c'est sur OSA, déjà, on a plusieurs niveaux différents selon ce qu'on souhaite faire, si on rentre à l'auberge le soir ou si on part en raid. L'important, j'ai envie de dire, c'est de vouloir profiter à l'extérieur, d'être d'accord avec découvrir quelques heures, sortir peut-être quand il fait froid, quand il fait nuit, car c'est tout aussi sympa de venir découvrir la Finlande à partir de 15 heures quand on doit mettre la lampe frontale. Donc ça, c'est le plus important, je dirais, c'est la motivation. Et après, c'est vrai que pour tout ce qui est chien de traîneau, c'est pas forcément très fatigant, mais il faut quand même être capable un petit peu d'aider les chiens, de courir quelques mètres, ou tout simplement aussi en raquette, marcher quelques kilomètres. Dans tous les cas, sur tous nos voyages, on a une partie niveau qui décrit vraiment les prérequis un petit peu pour participer à ce voyage. Et nos conseillers voyage font un petit test avec vous au téléphone, vous parlez de vos expériences, de ce que vous avez l'habitude, pour pas, par exemple, partir sur un voyage qui est trop expérimenté, alors qu'on est plutôt en niveau facile. Donc ça, il faut vraiment se référer à la fiche voyage. Tous les exemples sont dedans. On essaye d'être le plus précis possible.
Top. Merci beaucoup pour ça. Une autre petite question. En été, est-ce qu'il y a beaucoup de moustiques? Hmm. Peut-être Marlène ou Kaisa. Kaisa, toi qui finlandaise, peut-être tu auras une réponse à nous apporter. Oui, mais aussi moi j'ai d'habitude. Parce que moi je trouve que oui, il y en a, ça c'est sûr. Mais moi j'ai une fois dans ma vie, il y en a eu vraiment trop de sortir. Mais sinon, il y en a, mais ça ne nous empêche pas de faire des activités, ça ne nous empêche pas d'aller dehors, et on a aussi des méthodes on peut mettre, quelque chose, comment ça s'appelle? Repellent, je sais pas comment dire en français. Anti-moustique. Oui, ou même, si on se couvre un peu plus, bah, ça aussi et aussi les activités qu'on fait sur l'eau, direct quand on prend un canoë et on va un peu plus loin de forêt, bah, il y en a plus. Donc OK. Donc il y en a pas de partout. C'est bon à noter. Petite question, peut-être pour toi, Marlène. À quelle distance du village se trouve Ossa? Est-ce qu'en fait, il y a une ville pas loin? Pas vraiment. La ville la plus proche, c'est Kuusamo au nord, donc c'est à 1 heure de route. Et au sud, on a Suomussalmi et c'est à 1 heure de route aussi. Donc Kuusamo, c'est vraiment là où il y a l'aéroport. Donc en général, on arrive ici. Et entre ces deux villes, il n'y a pas de village du tout. Donc non, on ne vient pas à Ossa pour faire du shopping. L'auberge est un peu le cœur du village, historiquement aussi. Donc voilà, il n'y a pas forcément de village. Mais ce n'est pas quelque chose qui manque particulièrement parce qu'on est vraiment dans la nature, on déconnecte. Et je pense que c'est ça qui est bien. Et OK. je me permets de rajouter que tous nos besoins sont comblés entre le restaurant, le bar, il y a une petite boutique souvenir, donc pas d'inquiétude là-dessus. On ne manque de rien. Il y a besoin de rien d'autre que, notre base et la nature qui nous entoure. Voilà. On se suffit à nous-mêmes. J'ai une petite question pour les repas. Est-ce qu'il est possible de s'adapter à certains régimes alimentaires? Marlène, toi qui es notre responsable de l'auberge, végétarien ou sans gluten, sur ce genre de choses, c'est possible? Oui, oui, oui. Et je dirais aussi que c'est déjà quelque chose d'assez courant d'avoir je sais pas, d'avoir des régimes alimentaires différents. Donc, la plupart des restaurants, dont le nôtre, proposent déjà des alternatives. Et quand on a des personnes sur les séjours, oui, tout est OK, top. Bon, bah, vous l'aurez compris, on s'adapte, à ce que vous mangez, et sans problème. Une dernière peut-être, question, pour toi, Émilie. Pour le voyage aventure boréale au pays des 3 frontières, donc on passe pas à Ossa, mais est-ce qu'il faut apporter son équipement grand froid? Ou alors est-ce que pareil, l'équipement type manteau et cetera sont fournis? Alors non, pas pour ce séjour. Donc c'est vrai que la distance avec la base joue beaucoup. Après, c'est un petit peu, pour en rassurer, on est un petit peu plus au nord. Par contre, on a un petit peu l'aide de la côte norvégienne qui est pas très loin. Et à terme de comparatif, il fait, je trouve, moins froid dans cette zone vers Kilpijärvi que à Ossa. Mais dans tous les cas, comme on a pu le dire avant, l'intérêt, c'est d'avoir une bonne veste, bonne sous-couche, donc polaire thermique. Et sous les conseils de notre guide, ça marche très très bien. On peut aussi rajouter des chaufferettes dans les mains, dans les chaussures. Et franchement, il n'y a pas de problème. Top. Merci beaucoup pour, ce conseil. Une dernière question et après on vous laisse parce que c'est l'heure de manger, pour tout le monde. On commence à avoir un peu faim. Hem, quand la meilleure période, pour partir en hiver et pour voir des aurores boréales? Heu, peut-être, toi, Charles? Toutes les périodes sont bonnes, franchement, répondre à cette question. Du coup, on va avoir décembre, janvier, c'est vraiment le cœur de l'hiver.
c'est vraiment le cœur de l'hiver avec la nuit polaire. Donc, il y a pas mal de chances d'en voir, même assez tôt dans la soirée, concernant les aurores. Et puis, c'est vrai que quand on étire un petit peu sur mars, voire début avril, ben forcément, la neige va un petit peu tomber des arbres. Donc, le printemps arrive, il commence à se manifester. Et puis, les journées sont plus longues, du coup. C'est top aussi parce qu'on peut agrandir, allonger un petit peu les journées. Mais il y a quand même des chances de voir les aurores à cette période-là. Donc, franchement, ça dépend de ce qu'on veut voir. Si on veut plutôt profiter un petit peu de la nuit polaire, parce que c'était une expérience aussi, bah, on va plutôt venir décembre, janvier, aller mi-février. Et puis, si on veut tirer un peu vers une Finlande plus printanière, bah, on va faire le voyage ouais, sur mars, début avril. C'est très cool aussi, hein. C'est très bien, c'est différent. Ok, bon bah vous avez compris, en réalité on peut partir Ouais. un peu tout le temps. Et maintenant en hiver ou en été, puisqu'on a très envie d'y aller. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir participé à cette visioconférence. J'espère que cela vous aura plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter tous nos conseillers voyage de 66 degrés Nord et Atalante. Ils se feront un plaisir de vous répondre.